Alors, je suis toujours avec Charles Sonnard pour évoquer son ouvrage Imperator aux éditions des Belles Lettres et de l'art de diriger dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors, dans cette troisième partie, on va traiter des compétences et des leaders, si on peut se permettre ces deux néologismes. Vous listez 9 compétences. Alors, quelles sont-elles ? Donc je les j'ai regroupé dans un certain nombre de textes correspondant à chacune de ces 9 compétences. J'en ai pris 9 parce que ça faisait autant que le nombre des muses dans l'Antiquité, en disant que ça pourrait inspirer un peu les leaders d'aujourd'hui. Et donc il s'agit de développer une vision, faire preuve de jugement, décider, organiser et contrôler l'exécution des tâches, inspirer confiance, persuader, donner l'exemple, favoriser la collaboration et puis gérer les conflits. Ouais, donc là, on reconnaît un certain nombre de comportements, enfin un certain nombre d'éléments que doit apporter le leader, tout manager même dans une organisation. Alors, on va s'arrêter sur quelques-unes, si vous voulez bien, notamment faire preuve de jugement, donc la première de la liste. Non, c'est la deuxième, je crois, la deuxième, parce que la première, c'est la vision. Vous citez Plutarque, et notamment de ce qu'il dit de l'art d'écouter. Oui. Alors, je trouvais ça intéressant de lier le jugement et l'écoute. Donc en effet, est-ce que là, Plutarque s'adresse en l'occurrence à des jeunes gens qui vont écouter des conférences. Bon, c'est un contexte un peu différent, mais ce qu'il dit s'applique tout à fait à cette notion d'avoir de l'écoute. On parle d'écoute active aussi aujourd'hui nos jours. Et cette capacité à écouter, ça fait partie bien sûr de la capacité à faire preuve de jugement, puisqu'il faut d'abord bien comprendre de quoi il retourne avant de pouvoir poser un jugement. Donc, là, Plutarque donne un certain nombre de conseils qui m'ont semblé tout à fait toujours judicieux. Alors il y a un proverbe où il cite un proverbe, il dit que si la nature a donné à chacun de nous 2 oreilles mais une seule langue, c'est parce qu'il doit moins parler qu'écouter. Il dit que le silence pour le jeune homme est une parure sûre. Donc voilà, l'important de savoir écouter et de savoir écouter les conseils qu'on nous donne et pas seulement foncer sur les idées qu'on a. Je ne sais pas si on peut lire un extrait un peu plus long. Oui. Que je vous laisse choisir, ça peut être intéressant. Ainsi donc, dit Plutarque, puisque l'art d'écouter présente à la fois pour les jeunes gens une grande utilité et un danger non moins grand, je crois qu'il est bon de discuter continuellement et avec soi-même et avec un autre sur l'art d'écouter. Car là aussi, nous voyons la majorité des gens en user mal, en s'exerçant à parler avant d'avoir pris l'habitude d'écouter. Il croit que s'il existe pour la parole un apprentissage et un entraînement, l'audition, elle, est profitable même quand on use n'importe comment. Il est bien vrai que lorsqu'on joue à la balle, on apprend en même temps à lancer la balle et à l'attraper. Mais quand il s'agit de la parole, il faut la recevoir correctement avant de l'émettre. Tout comme avant de mettre au monde, il faut avoir reçu et gardé la semence féconde. Quand ils veulent qu'un vase garde ce qu'on y verse, ils l'inclinent et le tournent pour que le résultat soit vraiment de faire entrer et non de faire sortir. Mais la façon de se disposer, eux, pour écouter l'homme qui parle, et d'ajuster leur faculté d'audition par l'effort d'attention nécessaire, afin de ne rien laisser échapper des paroles utiles qui leur sont dites, cela, ils ne l'apprennent pas. Et donc voilà, c'est cette idée que la rhétorique, c'est important, il faut savoir parler, et bien parler, mais qu'il est aussi essentiel de savoir écouter. Et donc voilà, il recourt à un certain nombre de métaphores pour dire ça. Oui, donc parmi les qualités ou vertus essentielles du chef, il y a la décision, ou l'art de décider. Et là, notamment, vous parlez d'Auguste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Tout à fait. Donc souvent, quand on parle de l'art de décider pour les leaders, on insiste sur la capacité à savoir trancher, à savoir décider assez vite pour avancer. Et là, c'est un passage de la vie d'Auguste de Suétone, où l'on voit que l'empereur Auguste considérait que, comme dit Suétone, rien ne convient moins au général parfait que la hâte et la témérité, et que Auguste a un certain nombre de maximes qu'il applique, parmi lesquelles « hâte-toi lentement », une maxime célèbre, ou bien « chez un chef, prudence vaut mieux que hardiesse », ou encore « on fait toujours assez vite ce que l'on fait assez bien ».
Et donc il disait, voilà, je cite Suétone, il déclarait qu'il ne fallait absolument pas engager une bataille ni une guerre si le profit qu'on pouvait en attendre ne l'emportait pas visiblement sur les pertes que l'on avait à craindre. Il comparait ceux qui hasardaient beaucoup pour gagner très peu à des pêcheurs se servant d'un hameçon d'or dont la perte, si la ligne se rompait, ne pouvait être compensée d'aucune prise. Donc voilà, c'est cette idée qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir et de bien calculer avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. Alors une dernière compétence peut-être, c'est une qui consiste à organiser, contrôler l'exécution des tâches. Et là, vous parlez sur ce sujet d'Aristote. Voilà, qui, sur un passage que vous avez appelé « L'œil et les pas du maître ». Alors, est-ce qu'on peut dire déjà un mot de cette compétence d'organisation et de contrôle des tâches des subordonnés? Voilà, si on est dans les compétences du leadership, il faut d'abord savoir où on veut aller, il faut comprendre ce qui se passe, il faut ensuite décider, et puis à un moment donné, il arrive le moment de mettre en place ce qu'on a décidé. Et donc c'est là ce niveau-là qu'on situe. Et donc là, il y a un certain nombre de textes sur ce sujet, mais notamment ce passage d'Aristote, où il insiste sur l'idée que le maître, il se situe dans le contexte d'une exploitation agricole, où le chef le responsable doit contrôler ce qui se passe, et il insiste sur l'idée qu'il doit contrôler minutieusement tout ce qui se passe, et que en dernière analyse, c'est le chef qui doit vérifier lui-même et qui doit vérifier que tout est bien organisé, tout fonctionne bien comme il l'entend. Alors ça, c'est bien dans une organisation taille humaine. Voilà, exactement. Il ne faut pas non plus ce qu'on appelle, c'est les risques un peu du micromanagement, bien sûr, mais en même temps, Aristote insiste sur cette idée que c'est quand même le leader qui, en dernière analyse, est responsable. Ouais. Donc il faut que de façon réaliste, ils prennent ça bien en compte. On peut peut-être lire un passage ? Oui. C'est de page 215. Et donc voilà, Aristote commence par citer des proverbes, différents proverbes perses. La coutume perse voulait que le maître en personne donnât tous les ordres et qu'il eût l'œil à tout. C'est la remarque que Dion faisait à propos de Denis. Personne n'a les mêmes soins pour les affaires d'autrui et pour les siennes propres, si bien que, dans la mesure du possible, on doit avoir soin personnellement de ses intérêts. Et là, il cite deux proverbes d'un perse et d'un libyen. Le premier, le perse, à qui on demandait ce qui engraisse le plus un cheval et qui répondit « l'œil du maître ». L'autre, à qui on demandait quel est le meilleur fumier, qui répondit « la trace des pas du maître ». Donc il faut être présent, l'idée c'est qu'il faut être présent, il faut être sur le terrain, il faut être derrière ces hommes, il faut être là, et pour que ça avance, pour que les choses se mettent en place. On peut pas, l'idée un peu qui est derrière, c'est qu'on ne peut pas gouverner depuis une tour d'ivoire, de trop loin, et qu'il faut se confronter à la réalité du terrain. Oui, d'ailleurs, il continue qui ne donne pas le bon exemple ne peut en effet être bien imité, tant dans les exploitations mises en gérance que dans les autres domaines. Si les maîtres ne sont pas soigneux, il est impossible que les intendants le soient. Ouais. Bon, c'est la force par l'exemple. Voilà, tout à fait. Très bien, alors si vous voulez, on va aborder une quatrième partie dans laquelle qui est en fait la première de votre ouvrage, qui est une interview que vous avez faite de monsieur Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain. Mais donc avant, on va faire une petite pause.